What is up, family? We have another Patreon request. I don't know why I'm screaming. I don't know. C'est pas. Les pires mouvements de foule expliqués par la science. The worst movements of a crowd explained by science. Okay. I don't know. Je sais pas. Dans cette Première fois. Huh. Okay. Oh, it's like when you have a mass, well, over here, you'd have to understand what Black Friday used to be like over here in stores. People could get trampled on and literally die while people were flying into a store to get a TV at half price. Yeah. So, yeah, we've seen it before. I think the worst one I've ever seen was somewhere in Egypt or one of those Eastern countries, and I don't know what the hell happened, but thousands died. They got trampled. Like, the crowd just kept going, and whoever fell died. Really, really bad. Okay, so this should be interesting. Okay, now I'll shut up. Let's go. Cette vidéo, je vais analyser certains mouvements de foule qui ont eu lieu dans le passé pour essayer de trouver des facteurs communs entre ces différents accidents. Alors j'essaie toujours de garder une approche scientifique, mais le thème reste malgré tout un peu anxiogène. Donc si vous êtes sensible à ce type de sujet, eh bien je vous recommande de faire attention. Why would you be sensible to this type of... Okay. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à repérer des signes de danger si vous vous retrouvez un jour dans ce genre de situation. If you're in a situation where you are surrounded in a crowd and you don't know what the hell is you're in trouble. You need to get out. You can't get out. Tu fous une énorme pète and the crowd will open. So take my advice. That's how you get out. Rappel, une énorme pète. Okay. Ah, je vais vous montrer un truc. En fait, sur mon ordi, j'ai un dossier où je garde des infos sur les plus gros mouvements de foule qui ont eu lieu. Genre, ça c'est à Séoul par exemple, pendant Halloween là. Et à chaque fois, j'ai des vidéos, des plans, des coupures de presse, des trucs comme ça. Ça c'était genre une demi-heure avant l'accident, ça commençait à devenir bien dangereux déjà. Voilà, j'ai la Love Parade. I want to see those. I want to see that video. Là, j'ai récupéré toutes les images de vidéosurveillance. On va en parler tout à l'heure. Trop de personnes. Voilà, et à côté, j'ai un énorme fichier Excel avec des infos plus structurées, genre date, lieu, nombre de victimes, nature du rassemblement, etc. Par exemple, j'ai noté les pays où ça s'est produit. Donc on peut se faire une petite cartographie si vous voulez. Ça, c'est le nombre de victimes causées par des mouvements de foule pour chaque pays. Il a beaucoup de temps, ce gars-là, hein? Donc tout le monde est un peu touché pareil, mais il y a quand même des pays qui ressortent, hein, genre l'Inde ou la Chine par exemple, qui sont les deux pays les plus peuplés, donc forcément ça augmente le risque. Et l'Arabie Saoudite, vous savez pourquoi? That's the one. It was Saudi Arabia. Pourquoi? Parce que c'est en Arabie This is it. Saoudite qui a organisé tous les ans le pèlerinage musulman à la Mecque, Ça, c'est incroyable, hein? est le rassemblement humain le plus ouf que je connaisse. Je vous ferai une vidéo détaillée sur ça bientôt. Donc voilà, on peut se faire une petite vue d'ensemble avec ces données. Donc ça, c'est le nombre d'accidents qui ont été recensés tous les ans depuis 1980. Donc en 2022, par exemple, il y a eu 10 mouvements de foule. Et la taille de chaque point, c'est le nombre de victimes pendant l'année. Donc ici, environ 300 morts en 2022, dont 156 à Séoul. Ce gros point-là, en 90, c'était une bousculade qui a eu lieu à la Mecque. Celui-là, en 2005, c'était en Irak. Et celui-là, en 2015, c'était encore la Mecque, avec un mouvement de foule qui a fait près de 2500 victimes. That's the one I'm talking about. Everybody probably knows about that one. Voilà, dans l'ensemble, ça fait environ 300 morts par an en moyenne. La nature du rassemblement, c'est intéressant aussi. Donc le foot, la fête et Dieu, c'est à ces occasions que se produisent environ 75% des accidents. Et le quart qui reste, c'est soit des rassemblements politiques, soit des distributions, par exemple des distributions de nourriture ou de médicaments, soit d'autres occasions comme dans les transports en commun par exemple. Mais les transports en commun vraiment blindés quoi. Alors, j'y suis jamais allé personnellement, mais il paraît Yeah, I would never, ever go on an Indian train. You couldn't pay me enough. que la gare de Mumbai en Inde, aux heures de pointe, c'est quand même quelque chose. Il y a 7,5 millions de passagers par jour. Les trains sont probablement les plus surchargés du monde et je serais curieux d'entendre vos témoignages si vous en avez déjà fait l'expérience.
Alors cette vue d'ensemble nous renseigne un peu sur l'ampleur du phénomène, mais ça ne nous dit pas exactement pourquoi ces accidents se produisent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens vont se retrouver tellement serrés les uns contre les autres qu'ils vont même plus pouvoir respirer? Eh bien en fait, c'est pas une question simple, hein. Souvent, il y a plusieurs facteurs qui se mélangent pour créer les conditions qui vont mener au drame. Et le mieux pour vous expliquer, eh bien, c'est de regarder quelques exemples en détail. Alors comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais faire une mini-série de 3 ou 4 vidéos sur le sujet. On va parler de la Mecque, de Séoul, du Heysel ou de Hillsborough. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va se concentrer sur 2 accidents qui ont eu lieu en festival, Astroworld et la Love Parade. Alors le but évidemment c'est pas de vous montrer des images horribles, hein. Je vais juste essayer de vous expliquer d'un point de vue scientifique comment va naître un mouvement de foule. Allez c'est parti. This was a fire, right? This has disaster written all over it already. Alors vous en avez peut-être entendu parler, le concert de Travis Scott pendant le festival Astroworld a été le théâtre d'un mouvement de foule qui a causé la mort de 10 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ici vous avez une photographie du site où a eu lieu le festival, la scène est ici devant et toutes les victimes ont été retrouvées dans ce secteur-là. Alors premier élément important, vous voyez que l'endroit qui est réservé au public est délimité par 3 murs de barrières métalliques et pareil de l'autre côté. C'est pas une configuration très sécurisée. Moi, parfois, j'appelle ça un panier parce que si jamais il y a beaucoup de monde qui s'engouffre à l'intérieur, eh bien les gens vont se retrouver piégés contre les barrières du fond sans pouvoir ressortir par l'avant. Et je vais tout de suite vous montrer le problème avec une simulation numérique. Pour simuler une foule, il faut un modèle de déplacement de foule. Il y en a plein dans la littérature scientifique, hein, ils sont plus ou moins compliqués, plus ou moins précis. Mais moi, j'ai développé mon propre modèle que j'ai publié pendant mon doctorat. Et je l'aime bien parce qu'il marche bien et parce que c'est le mien. Donc on va utiliser ça. Alors je vais simuler un panier de, disons, 80 mètres carrés dans lequel je vais envoyer 500 personnes. Hop, c'est parti. Voilà. Et vous voyez en fait avec la couleur que les gens qui sont dans le fond du panier peuvent ressentir des effets de compression qui peuvent être jusqu'à 5 fois supérieurs par rapport à ceux qui sont à l'arrière. Et en plus dans le fond les gens sont piégés, ils peuvent plus faire demi-tour et c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir une issue par l'avant pour dissiper la pression si jamais ça devient nécessaire. C'est à ça par exemple que servent les tireurs. Vous savez, ces agents de sécurité qui sont devant la scène et qui doivent extraire par l'avant les gens qui se sentent mal. C'est pour dissiper la pression si jamais des gens sont coincés dans le fond du panier. Mais bon, s'il y a une bousculade sérieuse, ils ne peuvent pas faire de miracle non plus. Alors cette configuration en panier, on la voit souvent et la plupart du temps, ça pose pas de problème grave. Mais ce soir-là, les festivaliers étaient probablement trop nombreux parce que beaucoup avaient réussi à s'introduire sur le site sans ticket. Au moment où le concert démarre, la pression augmente soudainement parce que tout le monde veut se rapprocher et ceux qui sont contre les barrières métalliques commencent à faire des malaises. We need somebody to help him. Somebody passed out right here. Somebody passed out right here. Hold on, don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going, just keep it just going. Comme pour tous les mouvements de foule, le danger c'est la compression. Les gens sont tellement serrés les uns contre les autres qu'ils n'arrivent plus à respirer. Ce niveau de compression, on peut le mesurer à l'aide d'un indicateur qui est la densité. Donc c'est le nombre de personnes par mètre carré. En simplifiant un peu, l'échelle de densité, ça ressemble à ça. Entre 0 et 1 personne par mètre carré, c'est ce qu'on a au quotidien. Entre 1 et 3 personnes par mètre carré, il y a beaucoup de monde, on est un peu gêné. C'est par exemple un marché de Noël. Entre 3 et 6 personnes par mètre carré, on est serrés les uns contre les autres. C'est très désagréable, comme dans les transports en commun quand le trafic est perturbé. Entre 6 et 8 personnes par mètre carré, ça commence à devenir dangereux. C'est ce qu'on retrouve par exemple juste devant la scène pendant un gros concert. Et à partir de 8 personnes par mètre carré, c'est fatal, les gens vont commencer à s'évanouir. Et je vous renvoie à ma vidéo sur les tomates si vous voulez en savoir plus. Pour Astroworld, il n'y a aucune mesure de densité qui a été faite, mais on peut se faire une estimation approximative sur les images, et on est clairement au-delà de 8 personnes par mètre carré, peut-être même avec des pointes à 10 proches des barrières. Le concert a été interrompu plusieurs fois quand Travis Scott a remarqué des signes inquiétants dans la foule. What the fuck is that? All that. 2 hands to the sky. 2 hands to the sky. 2 hands up, y'all. 2 hands up. Y'all know what y'all came to do. Chase me, let's go. Mais pour une raison que j'ignore, le concert est quand même allé jusqu'à son terme, et ça malgré des alertes très claires données par certains spectateurs.
Alors ça suggère peut-être un défaut de communication entre le staff et l'artiste. Je sais pas trop comment ça fonctionne, alors j'ai demandé à un expert, Pascal Viau, qui est chercheur à l'EPFL et directeur sécurité du plus gros festival suisse, le Paléo, qui accueille tous les ans près de 300 000 spectateurs. Sur le cas d'Astroworld, ce qui est manifeste et ce qui a été d'ailleurs reproché, hein, c'est de ne pas avoir arrêté le concert. Ouais. 20 ans après la catastrophe de Roskilde, il faut s'en souvenir quand même pour les plus anciens. En 2000, cette bousculade devant une scène avec 9 personnes qui décèdent pendant le concert de Pearl Jam, c'est le point fondateur d'une réflexion de la communauté des festivals sur la sécurité devant les scènes. Ouais. Comment arrêter un concert si on a des signes de détresse ou un risque? Par exemple, pour le Paléo Festival, on a défini une procédure stop show à 2 niveaux. Un niveau carton jaune, carton rouge. Le carton jaune étant à la fin d'un morceau, on fait un break et puis on essaye de voir si tout va bien. Idéalement, l'artiste, lui aussi, joue un rôle en calmant un petit peu le jeu. Le deuxième niveau, carton rouge, là, on a un indice qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. On a un problème. Et on doit être capable d'arrêter le concert tout de suite. Okay. Et pour prendre cette décision-là, on a décidé d'avoir finalement 3 personnes. On a le responsable sécurité de la scène, donc représentant de Paléo. On a le représentant, donc venue manager, qui est le coordinateur finalement de la scène, aspect technique, aspect loge, aspect sécurité. Et on a donc un représentant de l'artiste. Et c'est lui qui va communiquer avec l'artiste pour dire maintenant on arrête. Stop. Ok. Germany. Ooh, this doesn't sound good. 1.4 million. Alors la Love Parade, c'est un festival de musique électronique très populaire en Allemagne. L'édition de 2010 a attiré 1,4 million de personnes et s'est déroulée à Duisbourg dans une ancienne gare désaffectée. Et ici, vous avez une photographie du site. Alors on va analyser ça ensemble. Donc vous voyez les cars de DJ qui circulent dans ce secteur, c'est ici que la fête doit avoir lieu. Et là, c'est la rampe d'accès au festival qui fait 25 mètres de large. Les visiteurs peuvent accéder à cette rampe par un tunnel souterrain et ils peuvent arriver soit par la droite, soit par la gauche. Alors moi déjà, la première chose qui me frappe, c'est ce virage à 90 degrés pour accéder à la rampe. Et pourquoi c'est embêtant? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite avec une petite simulation. Donc on fait toujours pareil, hein, on reprend notre modèle de simulation et cette fois, on envoie une foule très dense à travers... Because going backwards, yeah, it's gonna bottleneck. Going forward, you're okay, but getting out, you got a problem. Un couloir qui tourne d'un seul coup. It's very obvious. Hop, c'est parti. Alors j'ai mis une densité assez élevée, hein. Ici on est à 6 personnes par mètre carré, mais vous allez voir tout à l'heure qu'à la Love Parade, on a largement atteint cette valeur. Donc à votre avis, quelle est la zone la plus dangereuse dans cet environnement? Eh bien ça, on peut le calculer avec une mesure de pression. Ben le coin, non? Oui, ce coin, pas ce coin. Et voilà le résultat. Et vous voyez qu'il y a une zone à risque qui se dégage tout de suite, c'est ce coin à l'intérieur du virage qui va subir considérablement plus de pression que le reste du couloir. Donc c'est là que vous n'avez pas envie d'être si jamais la densité augmente. D'une manière générale, quand il y a beaucoup de monde, la règle c'est d'avoir des routes les plus droites possibles, justement pour éviter cette petite zone de tension. Alors c'est pas non plus un piège mortel, hein. Ne paniquez pas si vous voyez un couloir qui tourne. C'est juste un facteur de risque qui pourrait faire empirer la situation si jamais il y a un problème. Et justement, il y a un vrai problème, c'est cette rampe d'accès de 25 mètres de large que vous pouvez voir sur ces images de vidéosurveillance en début d'après-midi. Le festival a accueilli 1,5 million de personnes. Elles doivent toutes transiter par cette rampe. Est-ce que 25 mètres de large, c'est suffisant? Eh bien, pour le savoir, on va devoir faire un peu de maths. Il faut qu'on calcule le nombre de personnes qui peuvent passer par minute. On appelle ça un flux. Et le flux, ça dépend de la largeur de la rue, bien entendu, donc 25 mètres, mais aussi de la densité d'individus. Bien oui, regardez. À faible densité, pour un couloir de 25 mètres, le flux sera environ de 900 personnes par minute. Mais si les gens sont un peu plus serrés, eh bien forcément, on va pouvoir faire passer plus de monde par minute. Et donc le flux pourra atteindre 1500 personnes par minute. Alors on se dit que c'est facile. Pour faire passer plus de monde, il faut que les gens soient plus serrés. Eh bien non. Le problème, c'est que si les gens sont trop serrés, comme ça par exemple, ils vont commencer à marcher moins vite. Et donc le flux va commencer à diminuer. À ce niveau, on redescend à 900 personnes par minute, exactement comme pour le premier exemple. Il y a plus de monde, mais les gens marchent moins vite, donc ça compense. Et dans un cas extrême où les gens sont vraiment très serrés... It's the same shit in traffic on a highway. Sometimes, you ever been in traffic on a highway and you go, all of a sudden there's no more traffic and you say, what? Where's the accident? What the hell happened? Why was I in traffic?
too many people at the same time on the road. Whether it's 2 lanes, 3 lanes, 4 lanes, 5 lanes, it doesn't matter. If there's too many people, and all you need is a couple morons driving too slow, and that's it, you got yourself traffic. Same with people. Eh bien, le flux peut même tomber à 0, il n'y a plus rien qui bouge. Eh bien, ce lien qu'il existe entre la densité et le flux, ça s'appelle un diagramme fondamental. Au début, le flux augmente quand la densité augmente, mais au bout d'un moment, ça commence à ralentir et à redescendre. Oh, that looks like my stocks. Il y a donc une valeur maximum de flux qu'on peut espérer pour un couloir de 25 mètres de large, et cette valeur, c'est 1900 personnes par minute. On ne pourra jamais dépasser cette limite. Alors, je vous ai dit qu'il y a 1,4 million de personnes qui se sont rendues à la Love Parade. Maintenant qu'on a notre flux maximum, on peut calculer combien de temps il faudrait pour tous les faire rentrer. C'est juste une multiplication. Eh bien, dans le meilleur des cas, à 1900 personnes par minute, il faudra 12 heures pour faire rentrer tout le monde. Comme les gens arrivent tous dans l'après-midi, 12 heures c'est beaucoup trop long et mathématiquement, il va y avoir un problème. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand le flux n'est pas suffisant ? Eh bien d'abord, il va y avoir de plus en plus de monde sur la rampe. Forcément, si le débit n'est pas suffisant pour faire passer les gens à mesure qu'ils arrivent, eh bien ils vont avoir tendance à s'accumuler. Et donc la densité va augmenter. Mais si la densité augmente, le flux diminue. Et si le flux diminue, la densité augmente encore plus. En fait, on va entrer dans un cercle vicieux. Plus il y a de gens, moins ça avance, et moins ça avance, plus il y a de gens. Le système est donc mécaniquement entraîné vers la droite du graphique, jusqu'au point extrême où le flux tombe à 0, et là, c'est la catastrophe. La Love Parade est symptomatique d'une situation où, finalement, on arrive à un point où on ne peut plus rien faire. On a un engorgement des flux et une configuration de l'espace qui fait qu'on ne peut plus décompacter cette foule et on ne peut que être spectateur de la catastrophe. Vers 16 h, les organisateurs se rendent compte du problème et décident d'agir pour sortir de ce cercle vicieux. Pour ça, ils mettent en place 3 barrages pour bloquer l'arrivée des festivaliers sur la rampe. Le premier cordon de police est établi ici dans le tunnel ouest, le deuxième ici dans le tunnel est, et le troisième est en haut pour empêcher les gens de redescendre vers le tunnel. Vous voyez sur ces images le cordon de police qui est en train de se mettre en place. Le résultat, c'est que la rampe se vide progressivement, mais par contre, les gens commencent à sérieusement s'accumuler devant les cordons de police. So the police caused this disaster. It's very possible. On a l'habitude de parler de la foule comme un fluide. C'est comme si dans le tuyau où on a un flux liquide, on met un bouchon. Alors évidemment, il y a de la pression qui va s'exercer en amont du bouchon. Bien sûr. Et à un moment donné, le bouchon pète comme un bouchon de champagne. Bien sûr. Voilà. Et quand ça pète, everybody dies. Et on a un torrent qui va se déverser, en l'occurrence là, sur une zone qui est déjà suroccupée. 15 minutes plus tard, la pression de la foule est si forte que les barrages ne peuvent plus tenir. Le premier cordon lâche à 16h14 et le deuxième à 16h21. Le résultat, c'est que 2 foules gigantesques se mettent en marche vers l'intersection et se retrouvent face à face avec le groupe qui essaye de redescendre. Oh my God. La catastrophe est désormais inévitable, le système entre dans une phase d'amplification très rapide, le flux tombe à 0 et la densité monte en flèche. La pression est trop forte, les gens essayent d'escalader les murs pour se sortir du piège, mais là c'est déjà trop tard, le système est hors de contrôle. Les premières personnes commencent à s'évanouir autour de 16h45 et le bilan sera très lourd, 21 victimes et plus de 600 blessés. Comme je vous le disais en début de vidéo, en literally got crushed to death. général, il n'y a pas une seule cause qui conduit à l'accident. La plupart du temps, on a plusieurs facteurs de risque qui vont se combiner. Chaque facteur pris séparément n'est pas dangereux en soi, mais c'est le fait d'en avoir plusieurs en même temps qui donne cet effet boule de neige. Pour que vous puissiez reconnaître par vous-même ces indicateurs de danger et vous mettre à l'abri si nécessaire, on va se faire un petit tableau récapitulatif. Par exemple, le premier facteur de risque, c'est la surcharge. Il y a plus de monde que prévu, et c'est ce qu'on retrouve à la fois pour Astroworld et pour la Love Parade. Dans le cas de la Love Parade, c'est parce que c'est un festival gratuit où l'accès est libre, et donc il n'y a pas de ticket pour estimer à l'avance le nombre de participants qui était plus important que prévu. Dans le cas d'Astroworld, en revanche, c'est parce que de nombreuses personnes ont pu entrer sur le site sans ticket. Le deuxième facteur de risque, c'est cette configuration en panier. Alors cette fois, ça concerne que Astroworld, pas la Love Parade, et vous verrez d'ailleurs dans les prochains épisodes que c'est un élément assez commun qu'on retrouve dans d'autres accidents, comme pour le drame de Hillsborough. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Troisième facteur, l'attente excessive. C'est ce qu'on retrouve à la Love Parade quand les cordons de police ont été mis en place. Yeah, I'm sorry, they're the ones who caused the problem. The police caused this disaster. It probably would have happened anyway, but they sped it up. Le problème de l'attente, c'est surtout que les gens vont s'accumuler.
vous allez avoir une foule de plus en plus importante qui va se former devant le point de passage. How Et si would ça they not s'ouvre know that? brusquement, eh bien d'un seul coup, on a une masse gigantesque qui se met en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident. Un autre facteur de risque, c'est le virage en angle droit, comme on l'a vu dans nos simulations. Ça va créer des forces de pression importantes au niveau de sa courbure intérieure. C'était le cas pour la Love Parade, des deux côtés du tunnel en même temps. Et enfin, on a les flux opposés qu'on retrouve à la Love Parade au niveau de l'intersection. Alors j'ai pas beaucoup insisté sur ce point, mais le fait d'avoir des gens qui se déplacent dans les deux sens en même temps, ça réduit considérablement le flux, surtout à forte densité. Et ça, c'est un autre facteur qui peut venir ajouter du danger si la situation est déjà délicate. Voilà, notre tableau est en train de se remplir. J'ajouterai progressivement de nouveaux facteurs de risque quand on verra de nouveaux accidents dans les prochains épisodes de la série. Alors vous voyez que c'est souvent compliqué de déterminer l'origine exacte d'un accident. Méfiez-vous des explications simplistes qu'on peut lire parfois dans les médias, comme le fait de dire que c'est juste la faute des jeunes, de l'alcool ou de la drogue. C'est pas le cas, c'est plus compliqué que ça. On a affaire à un système complexe avec des effets d'emballement qui sont difficiles à contrôler. Le procès de la Love Parade par exemple s'est achevé en 2020 et personne n'a été condamné parce que c'est impossible de prouver qu'il y a eu effectivement une négligence de la part des organisateurs. Comme dans toute catastrophe, il y a une multiplicité de causes qui se sont trouvées engagées, des éléments alignés voilà, de la mauvaise manière et qui ont expliqué la situation. C'est pas la faute de seulement un des acteurs. Et je remercie Pascal pour son analyse. Il est aussi organisateur d'un certificat de sécurité événementielle et gestion de foule avec son institut Issue et il continuera de nous accompagner dans les prochains épisodes de la série. Voilà, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux bousculades qui se sont produites dans les stades de football et ça nous permettra d'enrichir encore notre tableau récapitulatif. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez contribuer au financement de la série en faisant un don qui servira principalement à couvrir les frais de montage. C'est l'étape qui me prend le plus de temps pour produire une vidéo et j'aimerais bien pouvoir me faire aider à ce niveau-là. Je vous mets les liens en description. Merci beaucoup par avance et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! The Indian train. It's absolutely insane. To go through that every day on your way home from work. Anyway, great video. Guess what I'm going to do now? Because I'm a little sick. I'm going to look up those videos and I want to see the actual footage of how and what happened. I don't want to see anybody, dead, but I want to see the full force of the complete madness, out of control crowd going crazy. I mean, I got to see it now. I got to see it now. Especially the one in Japan or China, wherever that first one was. I want to see that one. That looked like it was ready to explode. But good video. I didn't really learn anything from it. I kind of knew that. Doesn't take a genius to figure out. The best way to explain it is how they explained it. You got a hose, blasting water. And then you decide to put bouchon at the end of the hose. What's going to happen? Pressure is going to build up. And eventually it's going to pop. And when it pops, it's like a dam. You ever see a dam? The water accumulates and accumulates and accumulates until the dam can't do it anymore. The dam breaks because of pressure. And now you have entire towns and cities underwater. Yeah, it's the exact same thing with people. So, yeah, it's crazy. But, yeah, it's anyway, it's a good video. It's a good video for, good knowledge. And now it sparks my curiosity, and I'm going to go check the disaster of the crowds going, just losing their minds. I mean, we have to do it, right? We have to. I have to go check it out now. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.